Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ontologique l'ami Goliath Dev, designer, qui va nous présenter notamment son projet Big Assembly. Surtout, voilà, surtout et notamment. Et donc je lui laisse prendre la parole quand il le désirera. Bonjour à tous, je suis Goliath Dev, je suis designer, pur produit de l'ENSI. Je vais vous présenter aujourd'hui Alors on passe tout à fait dans un autre registre, puisque là on va être très concret. On va être autour de l'assemblage et on va voir de l'objet dans toute sa matérialité. Donc moi je suis designer, je m'appelle Goliath Dev, j'ai une pratique du design qui va de plus en plus vers un certain type de recherche, enfin que moi j'appelle la recherche, je sais pas si ça en est vraiment. Mais je pratique mon métier, voilà, le prisme de ma pratique est assez large, puisque je travaille avec des artistes, je suis aussi scénographe, je fais de l'architecture d'intérieur. Je vais vous présenter quelques projets rapidement. Mais aujourd'hui, Aurélien m'a invité pour parler de ce projet The Big Assembly, qui est en anglais, parce qu'en anglais il y a un double sens, c'est le grand assemblage et aussi le grand rassemblement. Comme type de projet que moi j'appelle les projets, en tout cas de recherche, ou en tout cas d'études des bases des basiques du design. Là par exemple c'est une série d'objets qui questionnent le rapport à la main. Je ne vais pas développer toute la réflexion, mais il y a tout un corpus d'œuvres en fait autour de ce projet-là, de photographie, voilà. Je m'intéresse en fait. Je ne fais pas toute ma bio, mais voilà, à un moment donné, j'ai eu ce besoin de revenir aux bases du design, et entre autres, dans l'usage, la main, c'était voilà, une base qui était pour moi intéressante d'étudier. Je questionne aussi mes grandes questions de recherche sont aussi sur la question de la fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? La différence entre une fonction utilitaire et une fonction non utilitaire. Là, par exemple, ce sont des objets pour écouter la mer. Donc il y a une fonction non utilitaire, c'est-à-dire une fonction, on va dire, contemplative. Et voilà. Et donc d'interroger la fonction de l'objet à ce niveau-là. Voilà, pour moi, ça fait partie de la recherche, enfin de ma recherche en tout cas. Ou des projets, on va dire, plus transversaux. Là, c'est un début de recherche sur un projet qui s'appelle les objets de la voix, qui questionne en fait tous les objets qui sont supports de la voix, c'est-à-dire la voix politique, mais aussi la voix amoureuse, la voix technique, voilà. Et donc là, par exemple, c'est une étude sur les porte-voix, différentes échelles. Ouais, c'est un début de voilà le genre de projet que je fais dans mon atelier à Pantin. Et sinon, pour gagner ma vie, je faisais beaucoup d'événementiel et de scénographie dans le milieu du prêt-à-porter et du luxe. Ça, c'est une réalité aussi du monde du design. Pour beaucoup de gens que je connais, en fait, voire même des designers qui cachent en fait une partie de leur pratique qu'on ne connaît jamais, en fait. Moi, je la montre parce que je trouve que c'est intéressant de voir aussi cette dualité, ce paradoxe entre un travail très intellectuel, même si ça s'incarne dans la matérialité, qui finalement reste à l'échelle du prototype, et une pratique. Donc voilà, là par exemple, c'était une fête au Palais de Tokyo pour Petit Bateau. C'était les 100 ans de la petite culotte Petit Bateau. Et donc j'ai fait une fête foraine au Palais de Tokyo. On voit d'ailleurs dans le fond un lustre d'une centaine de petites culottes. Voilà, je travaille dans le milieu du luxe, je fais des vitrines pour Hermès, des choses comme ça. Et où je peux quand même m'amuser, mais ça reste voilà, un travail de commande, ou d'incarner, d'avoir un propos, une vision, c'est assez compliqué. Et puis c'est des échelles de temps très courtes. Est arrivé, donc voilà, donc c'est une pratique de recherche, d'enseignement aussi. J'enseigne à l'ENSI deux studios de design expérimental, je sais pas comment ça s'appelle. Un qui s'appelle Design en dystopie et l'autre s'appelle Hyperproduction et imaginaire industriel.
Et j'enseigne aussi à l'ISA, plus voilà, en archi d'intérieur. Et en fait, avec l'arrivée du confinement, évidemment, tous les événements se sont arrêtés. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de ma dépendance en fait, économique, strictement économique, à un milieu. Et que se posait la question vraiment de l'autonomie. Alors on essaye de le faire avec Aurélien par des créations de chaires de recherche avec Armand, mais voilà, d'autres types d'autonomie. Et évidemment la question de l'auto-édition qui est en fait, si on regarde aujourd'hui les designers même de ma génération, les quarantenaires on va dire, il y en a beaucoup qui font de l'auto-édition. Charles Juillard, entre autres, Péché Ziegler, enfin, il y en a beaucoup qui s'y mettent. Alors l'auto-édition, c'est intéressant, mais ça nécessite en fait de se mettre dans une logique vraiment d'édition, et donc l'autoproduction, ça veut dire aussi investir, ça veut dire avoir du temps, ça veut dire avoir de l'argent. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'avoir une autonomie qui sorte de ce côté financier, et donc la question assez vite, ça est arrivé de la question de produire sans fabriquer, ou sans fabriquer plus, ou sans transformer plus que ce qu'il y a déjà. Et donc d'assembler en fait des choses qui existent déjà. Voilà. Donc ça c'est vraiment la logique de comment je suis arrivé à créer cette association, parce que c'est une association qui s'appelle The Big Assembly. Donc The Big Assembly, en fait, c'est un protocole de création un peu strict, dans le sens où l'idée c'est vraiment d'assembler des choses qui existent déjà, donc qu'on trouve, qu'on récupère, qu'on a. Ça venait aussi du fait que j'ai 10 ans de pratique au moins, 10 ans de pratique objet, avec pas mal de travail en collaboration avec des artisans, donc pas mal d'échantillonnage, etc. Donc des caisses par exemple de boules en verre soufflé, des échantillons de céramique, en fait qui sont en fait des beaux objets, mais que moi je considère comme des espèces de périphéries en fait, mais qui sont dans mon atelier. Et qui sont presque des rebuts, et qui en fait ont une haute valeur même esthétique, et ouais, qui sont souvent faites à la main, etc. Et l'idée de se dire, ben, finalement, ces objets-là, ils ont une vie, ils ont un intérêt, et en fait, en assemblant des choses, on peut créer, ben, je vais pas dire le mot valeur, parce que c'est un peu, mais bon, c'est un peu ça, créer en tout cas de la nouveauté, ou du nouveau, ou un nouvel objet en tout cas. Alors là, vous avez c'est un texte en fait, parce que je vais venir plus tard, mais en fait, j'invite d'autres designers à travailler sous le nom de ce protocole. Et donc j'ai dû bien formaliser cette pensée. Et donc en fait c'est assez simple, l'idée c'est que le créateur qui est invité à participer prend des choses qu'il trouve, ou qu'il n'achète pas, les assemble, mais ne veut pas toucher à ces choses qu'il trouve, il ne veut pas les transformer, il ne veut pas les retransformer, il ne veut pas les couper, les percer, les repeindre, il doit les utiliser telles quelles. Par contre la pièce d'assemblage, puisque la question d'assemblage est une des grandes questions de mise en forme du design, de mise en forme tout court, comment on assemble même un plan vertical avec un plan horizontal. Et bien cette pièce d'assemblage, elle peut être dessinée, parce que moi je suis plutôt un designer, on va dire classique, donc j'aime dessiner, j'aime produire de la nouvelle forme, et j'avais besoin quand même de satisfaire ce besoin, cette envie, voilà, et donc cette pièce d'assemblage, elle peut être aussi récupérée, mais elle peut être complètement dessinée, fabriquée par un tiers, elle peut être énorme comme toute petite, et on va voir des exemples en fait dans ce qu'on produit les designers, aussi d'approches complètement différentes de cette question d'assemblage. Donc voilà, j'avais plein de choses, de sortir tout des placards, de mettre tout en fait devant soi, d'avoir tout des années en fait de matière accumulée, etc. Ça permet aussi de faire un point sur sa vie. Je n'ai pas vu ta vie défiler. On voit sa vie défiler par les matériaux. Donc voilà, alors moi j'ai commencé par faire une première série d'objets que j'ai fabriqué moi-même, puisque aussi une des conditions c'est d'assembler en tout cas soi-même les objets. La pièce d'assemblage peut être fabriquée par un tiers, mais il faut que ce soit le designer ou le créateur qui assemble lui. Alors que moi j'ai pas du tout non plus
ma façon de faire, mais voilà, je me suis collé à cet exercice de produire mes pièces. Donc ma première série, voilà, c'est sur la question voilà, c'est un assemblage par la colle. Donc là, c'est de la résine. Voilà, j'assemble des choses que j'avais à l'atelier. Donc là, par exemple, une carotte d'injection de béton avec un tube en verre. Toute l'électricité, je l'avais à l'atelier, l'élastique noir aussi. Et c'est juste cette masse verte là, de résine que j'utilise pour assembler voilà, ces objets ensemble. Là, c'est un assez gros objet qui doit faire 80 cm de haut. Et la boule blanche, c'était en fait un échantillon d'un luminaire que j'ai fait pour le musée de la chasse il y a très longtemps, qui a une fissure à un endroit, et donc j'avais gardé, et ouais, comme ça. Et en fait, chaque objet aussi, voilà, son histoire, c'est aussi l'intérêt de garder, de ne pas retoucher en fait ce qu'on récupère, c'est que il y a voilà, une égratignure, il y a un endroit où c'est usé, ça fait partie en fait de la réalité. En fait, cette usure, elle est toujours présente. Et ça fait partie de l'histoire aussi de l'objet que de montrer ça. Que de ne pas vouloir forcément cacher, d'avoir quelque chose de très fini, très lisse. Voilà, c'est une plaque de marbre avec des pieds en plastique, je ne sais pas à quoi ils servent. Là, par exemple, c'est un vieil iPhone que j'avais, dont l'écran est cassé, mais dont le flash marche encore. J'ai assemblé avec une boule en verre soufflé par un artisan, avec un morceau de résine très brut, donc il y a un côté un peu punk dans l'objet que j'aime bien aussi, même si c'est pas mon esthétique. Et la résine n'est même pas reponcée, rien du tout, et c'est comme ça. Donc on a cette espèce d'assemblage de cultures, aussi de mondes différents, quoi, celui de l'artisanat, celui de l'industrie, presque vraiment des opposés, mais qui en fait coexistent quand même dans le monde. Voilà, j'ai créé une vingtaine d'objets comme ça, c'est une espèce de collage qui sont voilà, pas mon esthétique habituelle, mais que j'apprends à aimer aussi. L'année dernière, on a eu la chance, je dis on parce qu'en fait, donc c'est une association, et il y a des gens qui m'aident. En fait, il y a un attaché de presse, Julien Berry, qui m'aide sur le projet, et Véronica Rodriguez, qui est une ancienne chargée de pédagogie à l'ENSI, voilà, qui travaille avec moi sur le projet. Et évidemment, tous les autres designers qu'on a invités. Donc, l'année dernière, l'Institut français m'a invité, a soutenu et financé une présentation du projet à Milan. J'ai pu en même temps, cette occasion-là, faire une petite résidence et aller un peu rechercher un peu plus que cette, enfin, vraiment faire une petite étude sur voilà, cette question de l'assemblage à un niveau un peu plus, on va dire, abstrait, hors du cadre de la fonction. De voir qu'est-ce que ça voulait dire d'assembler des choses ensemble, de recoller des petits morceaux, de voir qu'en fait, mettre des objets dans un sac, c'est aussi une forme d'assemblage par l'extérieur, mais c'est aussi une façon d'assembler. Alors qu'on a plutôt tendance à se visualiser comme un lien, à imaginer comme un lien. Voilà, c'est peut-être cette chose-là, donc, qui crée aussi l'univers du projet. Donc ça, on retombe plutôt sur des méthodologies que j'ai l'habitude de pratiquer, qui sont par le dessin, la maquette. Et donc quand l'Institut français m'invite, je leur dis ok, mais j'ai envie de voir si le protocole il fonctionne, si j'invite d'autres designers à travailler avec ce protocole-là, qu'est-ce que ça peut donner. C'est ça qui peut être intéressant. Donc j'ai essayé d'inviter 3 générations différentes de designers, donc les anciens. Donc j'ai invité Mathilde Bretillo, vous connaissez ici, François Zambour et Jean-Charles de Castelbajac. Ensuite des designers de ma génération comme Élise Foin, Grégory Lacroix, Jean-Sébastien Grange, et des plus jeunes, soit des gens qui étaient encore élèves, Lucie Dauphin qui est à l'ENSI, ou Lucas qui est à l'ISA, ou des tout jeunes comme Pierre Murau que j'avais suivi en diplôme. Donc voilà, bon, ça, c'est que des gens que je connais très bien pour mon premier test, premier crash test. Et donc l'idée, c'est que c'est aussi en fait l'idée du projet, c'est donc un rassemblement par l'assemblage, mais aussi de designers et de créateurs, et en fait que voilà, ça puisse être
on va dire, alors c'est surtout à destination des, on va dire, des plus jeunes designers qui ont plus de temps, qui ont besoin de qui ont besoin de ressources financières. Et voilà, ça permet en fait de créer assez rapidement un objet, de le mettre en vente, puisqu'en fait The Big Assembly c'est une boutique en ligne en fait, c'est un site d'achat d'objets. C'est le concours. C'est le bon coup. Donc voilà, on voit par exemple Grégory Lacroix qui a lui pris le protocole, qui a fait une petite table en fait avec qui est pas très haute, avec une petite table, qui en fait, il avait ce petit stock de bouteilles en verre bleu, qui, je sais plus pourquoi il les avait à son atelier, et en fait son petit plateau fraisé, en fait, c'est l'élément d'assemblage, mais c'est aussi l'élément qui donne toute la fonctionnalité, puisqu'en fait, c'est dedans que sont vissées les bouteilles. Donc, c'est dedans que sont vissés les pieds de la table. Donc, il y a plein de façons, en fait, de voir, et c'est assez intéressant de voir comment les créateurs, les designers s'emparent de cette question de l'assemblage et la traitent de façon complètement différente. Donc, finalement, on ne voit pas forcément que c'est un objet récupéré, assemblé. Voilà, après, chacun m'a fait des objets très différents. Mathilde Boitillot a fait assembler une tringle à rideau avec je crois qu'il y a un crochet d'un designer qu'un designer lui avait donné. Françoise Zambon, elle a fait une guitare qui joue une guitare à l'horloge. Quand l'aiguille des secondes passe devant les cordes, ça joue la guitare. Voilà, Elise Foin nous a fait des vases lampes, Jean-Sébastien Lagrange une lampe en papier qui travaillait autour du papier qu'il avait initié avec Jacques Joyama entre autres. Pierre Mureau a pris des restes de son diplôme parce qu'il a travaillé avec une briqueterie dans le sud de la France. Enfin voilà, plein de... Lucas, donc étudiant qui lui n'a pas d'atelier, donc n'a pas de ressources on va dire, a pris des objets qu'il avait chez lui, donc il a fait un vase avec un tuyau d'aspirateur et des Scooby-Doo. Jean-Charles Casablajac qui a fait une espèce de sculpture surréaliste. Et alors après, quand on monte un projet comme ça, l'idée c'est aussi d'arriver à rester cohérent sur l'ensemble du projet. Donc quand par exemple je suis allé à Milan, j'y suis allé sans scénographie prédessinée, préconçue. Puisque l'idée c'est pas que la scénographie voyage. Donc j'y suis allé les mains dans les poches et j'ai fait en fait le décor, un décor un peu brutal comme ça, avec les rebuts des autres exposants. Donc la nuit en fait, quand eux avaient fini d'installer, j'allais prendre leur reste et faire des stèles comme ça avec des cordes, du scotch et de la mousse expansée. C'est un projet, alors pourquoi cette photo de vacances? Parce que c'est un projet en fait qui du coup me permet de voyager, parce qu'on allait donc avec Véronica qui est là au Costa Rica, invitée par l'Alliance française pour faire un workshop au sein de l'Alliance française de Saint-Rosé. Avec donc pas des étudiants mais vraiment des jeunes designers. Alors ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de design objet en fait, puisque la hiérarchie des arts appliqués c'est plutôt graphiste, architecte, designer, puisqu'ils n'ont pas d'industrie. Ils importent tous les objets en fait. Et donc on est invité pour un design week de Saint-Rosé, en fait il y avait quasiment que du graphisme exposé. Voilà ce qui est sûr pour nous, mais voilà, donc il y avait quand même des élèves il y avait des élèves en design produit, il y avait des designers et il y avait des gens d'autres disciplines, des stylistes, des photographes, donc c'était assez intéressant aussi de voir ces disciplines se mélanger. Et donc ces objets-là aussi sous un autre format seront en vente sur la plateforme, et l'idée c'est qu'ils restent par contre en Amérique du Sud, en Amérique centrale, qui voyagent pas d'un continent à l'autre. Donc en fait, on ne pourra pas les acheter en Europe. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Très bien, formidable. C'était court, hein. C'était court, mais c'était bien. Merci Goliath. Vous avez des questions? Pareil, je lance peut-être les hostilités. Enfin, non mais moi je suis très content de la succession des présentations.
Parce que un des enjeux de ces journées d'études, c'est de créer du carambolage, du télescopage, de la... Je sais pas, à un moment, il y avait un mot à la mode, c'était la sérendipité. Bon. En fait, l'objectif à la fin de ces 2 journées, c'est d'inventer la nouvelle tarte tatin. Voilà, si je le dis d'une autre manière. Non, et puis je trouve ça très bien parce que, il y a quand même tout un tas de ramifications et de choses qui discutent en fait entre vos deux présentations. Enfin, bref, je fais taire mon enthousiasme de ce côté-là et j'en viens plutôt aux propos de Goliath. Ce que je trouve intéressant moi, dans la démarche de Goliath, parmi tout un tas de choses intéressantes chez Goliath, c'est que son point de départ, c'est ni la question écologique, ni la question du réemploi, ni justement de l'animal washing, ni etc. etc. Et que c'est au départ en fait une question, comme tu l'as très bien expliqué, économique, formelle, et de prolongement en fait de tes interrogations de designer sur le rapport à la main, le rapport à la fonction. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement en fait, plutôt que d'adresser toujours les choses par le prisme de l'écologie et finalement retomber dans ce qu'on évoquait juste avant ton intervention avec l'intervention de Manuel et les différentes conversations qu'on a eues ensuite, c'est qu'en fait, il y a d'autres chemins possibles. Et que peut-être justement les enjeux ne se situent pas là où on croit. Et alors, voilà, moi qui ai fait des ministéries, je suis forcément très sensible à la question de l'assemblage. Et effectivement, je pense que c'est... on parlait tout à l'heure d'obstacles épistémologiques, il y a peut-être aussi des facilitateurs ou des catalyseurs épistémologiques. Et l'assemblage, à mon avis, en est une expression. Parce qu'il permet d'adresser... c'était le sens de la remarque tout à l'heure, c'est-à-dire l'esthétique en fait de ces objets, Ouais. par la technique qui permet de les faire exister. Et une autre chose que je trouve passionnante dans ce travail, c'est ce que tu disais sur l'histoire des objets en fait. Donc c'est aussi un autre regard sur les objets et sur ceux dont ils sont faits. Donc on rejoint cette histoire de ici la chaise était un arbre comme les autres. Là, c'est et si ce luminaire était un détritus comme les autres, mais avec voilà, cette revalorisation en fait de la matérialité et de la technicité des objets sur des choses tout à fait simples. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est des objets issus du processus industriel. C'est-à-dire que c'est pas justement, c'est pas du do it yourself, c'est pas du scrapbooking, tu vois. Enfin, il y a dans les matériaux connectés, il y a des objets d'artisans. Ouais. Voilà. Ouais. Mais quand je dis industrie, c'est au sens large du terme. Donc ça, je trouve ça aussi passionnant et pertinent parce que un des enjeux, je pense, de toutes les questions qu'on évoque, c'est qu'en fait, on se fout des objets la plupart du temps. Et qu'une façon de répondre aux questions qu'on se pose, c'est aussi de changer le regard qu'on a sur les objets. Voilà. Et puis, je trouvais ça aussi... ça interroge ce que tu racontes sur le Costa Rica, au sens où il n'y a pas d'industrie là-bas. Et donc, en fait, l'objet est un objet importé. Et du coup, la culture de l'objet est, j'imagine, très différente. En tout cas, dans la conception de ces objets. Et je trouve ça intéressant que le projet Big Assembly, il permette en fait, tout à l'heure on parlait de traduction, de passerelle, il permet justement ça avec un protocole qui permet en fait à tout le monde, aux designers de s'emparer de la question. Voilà. Et puis bon, le format association, peut-être que c'est une amicale aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup d'acquaintance et de proximité avec le projet de ces journées d'études. Et voilà. C'était pas vraiment des questions, mais c'était... Non, parce que j'ai... mais voilà, c'était un peu pour dire la façon dont je comprenais et insérer ce propos dans les journées d'études. Je sais pas si vous avez des remarques, des questions, des joies.
Oui, moi, j'aurais une petite question parce que j'ai bien apprécié ton travail. C'est par rapport dans le processus de création, de conception. Quelle est la part de l'humour, du récit en fait? Est-ce que tu les utilises comme des manières comme des outils pour rendre cet assemblage fertile, ou est-ce que c'est-à-dire que c'est là où je trouve qu'il y a une sensibilité qui est particulière et que j'aimerais bien savoir comment elle fonctionne. En fait, ce qui est assez agréable avec ce projet, c'est que justement, j'ai pas besoin de créer d'autres récits. Alors que dans les projets que je fais d'habitude, justement, il y a beaucoup de récits, etc. Là, je peux revenir en fait à des objets entre guillemets, ce que j'appelle moi un peu décoratifs. Oui. C'est-à-dire que je me pose plus la question de si ma petite lampe ou mon petit miroir ou mon petit bougeoir, il a un sens dans ce monde. Parce que sinon, quand je dessine un objet, une poignée de porte par exemple, qui est vraiment fabriqué, etc., là, je dois développer tout un récit autour de la production, comment c'est, nanana. Là, je me mets dans en fait, je me mets, et alors, je sais pas si les autres designers, c'est peut-être pas forcément pareil, mais je me mets dans un dispositif, en fait, où j'ai plus besoin de créer dans l'objet lui-même un récit particulier. Puisque il y a une histoire générale qui est The Big Assembly, qui vient tout de suite combler par ce que je viens de raconter, en fait, la question de l'assemblage, machin. Donc je peux m'extraire, et là, en fait, il y a une certaine liberté, un certain plaisir aussi à retrouver l'objet, pas l'objet inutile, mais l'objet un peu déco, un peu machin, qu'en fait, on a tous chez soi, et on continuera d'avoir. Même l'écolo le plus invétéré continuera d'avoir des objets un peu comme ça chez lui. Parce qu'on en a besoin. Il y a une partie d'humour dans ce que tu fais. En fait. Après, tout est possible en fait. Ouais. Puisque oui, je mets l'iPhone avec une boule machin comme ça, où je m'imagine vraiment, alors qu'évidemment le processus entre le moment où j'ai vu l'iPhone, la boule, et que mon cerveau a connecté les deux, il a mis des heures, mais ça donne l'impression, et c'est pour ça que j'ai laissé la résine très brute, parce que justement, donner l'impression que j'avais trouvé ça, que c'est quelque chose que le processus est pas rapide, alors qu'en fait il n'est pas du tout rapide. Je suis resté pendant 2 semaines devant mon tas de détritus comme ça, et comme un espèce de singe à essayer d'emboîter des trucs les uns dans les autres, et ça met en fait du temps. Et en fait la création elle est aussi là, c'est quand tu réunis les choses ensemble, quand tu assembles justement, c'est aussi un acte créatif. Et il n'y a pas forcément besoin, dans le protocole, il n'y a pas forcément besoin de voir l'assemblage. Il peut être complètement caché, justement la table de Grégory là, elle est complètement cachée, l'assemblage en lui-même. Parce qu'il y a l'assemblage des parties fertiles qui peut-être ne t'en donnent pas Exactement, quelque chose de fertile. Exactement. Alors, fertile dans son sens là, c'est dans son sens formel ou dans son... Oui, voilà. Donc non mais voilà, donc j'ai pas besoin d'acheter sur chaque objet, donc en fait c'est pour ça que j'ai pu faire en 2 mois une vingtaine d'objets, alors que normalement ça me prend des mois de faire un truc. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt lent en fait. Est-ce que tu documentes la phase J'essaye, ouais. J'ai un attaché de presse qui me dit mais il faut que tu filmes tout. Il faudrait que je le fasse plus. Mais, peut-être ça sert à rien, mais peut-être que s'il y a des ça aujourd'hui, on sait que ça sert. La phase réciniesque comme ça, j'essaie d'emboîter les trucs. Et c'est quoi, quelles sont les limites? C'est quoi les choses qu'on n'a pas le droit de faire? Ah, dans le protocole? Ouais. Alors c'est assez marrant parce que bon, là justement on est en plein dedans parce qu'on fait une exposition le mardi prochain dans un chantier d'une boutique que je suis en train de dessiner. Où j'ai invité d'autres designers, entre autres José Lévy, Marie Aurore qui était enseignante aussi, je sais pas si enseignante sacramentale, et il m'appelle, il me dit est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et donc c'est assez drôle et puis parfois je suis tiens, j'y avais pas pensé. Par exemple, José Lévy ne superpose que des objets, il les colle pas, et en fait, oui, superposer des choses, c'est une forme d'assemblage. C'est juste qu'elles sont pas tenues, mais c'est une forme d'assemblage. Donc quand il y a un montage, je dis ça marche aussi en fait. Voilà, mais oui, les règles sont assez strictes. On ne peut pas transformer la matière qu'on récupère, quoi. Donc on ne peut pas la percer quand même. Voilà, par exemple. Pas rentrer dedans.
sauf si le trou existe déjà. Alors on a le droit, on a le droit de la sécuriser, c'est-à-dire s'il y a un clou rouillé qui sort, c'est quand même la sécurité avant tout, n'est-ce pas? Bien sûr. Alexis, tu voulais dire Oui, non, je rebondis d'abord par rapport à ce que tu disais, Julien, c'est la sérendipité, mais c'est totalement destructif, programme. Mais merci, Goliath. Alors, moi je trouve ça effectivement, tout ce qu'a dit Aurélien, j'adhère complètement, c'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant, séduisant. J'ai une question peut-être à poser, mais une question un peu qui gratte, mais il ne faut pas la prendre mal, parce qu'au fond j'ai une petite idée des réponses possibles. Mais au fond, ça nous renvoie peut-être à une question qui s'est posée tout à l'heure, c'est-à-dire que l'exercice, si moi je dois le qualifier, en tant qu'historien, je vais appeler ça un exercice de style. Je l'ai presque défini comme ça, en disant finalement tu as une liberté de composition, tu ne poses pas énormément de questions de comment je vais porter l'objet, puisqu'il y a le cadre, c'est-à-dire que tu as des règles de base, et qu'ensuite tu vas écrire quelque chose à partir d'existant. Donc c'est du faire avec, et un exercice de style, le style c'est l'écriture. On revient, étymologiquement c'est ça, c'est écrire. Et puis il y a un autre aspect moi, qui me semble totalement fascinant dans ce que tu fais, vous faites, c'est l'assemblage, c'est réunir des choses qui sont éparses, qui sont séparées. Ça, c'est la définition du symbole et du symbolisme. Et le symbolum, le symbole, étymologiquement, historiquement, c'est une valeur de l'argent. C'est une pièce. On voyageait en payant, comme disait. Donc, il y a quelque chose d'une valeur ajoutée. Et ma question, en fait, c'est comment, parce que tout ce qu'on voit est fascinant, il y a vraiment des écritures très différentes, comment on dépasse, alors c'est là où je ne sais pas comment l'exprimer sans que ce soit mal perçu, mais il faut vraiment bien le prendre, au-delà d'un design de galerie un peu anecdotique, c'est-à-dire finalement complètement, j'allais dire sans attache aucune d'opérationnalité, je prends des objets qui sont là existants, je produis un troisième objet avec 2, 3, 4 morceaux. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit et comment dépasser justement juste ce caractère expérientiel qui a une forme de gratuité qui est extrêmement intéressante et en même temps, on sent bien qu'il y a derrière quand même un peu plus que ça. Je ne sais pas si la question est claire. Mais, là, encore une fois, je pourrais peut-être... parce que là, aujourd'hui, le problème qu'on a sur le projet, c'est le problème du prix des objets. Je répondis là-dessus à l'évocation du mot galerie, où en fait, ça prend du temps en fait de faire ces objets, comme tout prend du temps. Et pour l'instant, on a un problème de positionnement. Je vous le dis en toute transparence parce que je suis aussi dans la découverte de ça. Je dois m'occuper de choses. J'ai pas le temps de le faire en fait. J'ai fait une grille de prix. Comment les designers fixent leur prix, quoi. Donc le temps passé à choisir les objets, c'est du temps qui se monnaie aussi et qui s'incarne dans l'objet. Et donc voilà, je pourrais aborder la question. Et donc ça, pour l'instant, ça pêche un peu parce qu'en fait, en réalité, les objets sont trop chers par rapport à ce qu'ils représentent. Et après, encore une fois, j'ai envie de dire que la règle et le fait de... Alors oui, là, j'aborde le projet sous l'angle économique parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, encore une fois, dans un souci de vraiment... Mais ça ne m'empêcherait pas si il y a quelqu'un qui veut collaborer sur le projet, mettons Leroy Merlin par exemple, de l'aborder sous l'angle de l'écologie. Tout de suite frontalement en disant « on fait de la récup et c'est super ». Donc ça, j'ai pas de... Mais voilà, l'angle économique, en fait, me permet de répondre à ça, mais le fait de voir des objets un peu gratuits, un peu comme ça, justement, ce que moi je ne fais pas normalement, ce que beaucoup de designers en font, en pensant que c'est du design aussi. Voilà, moi ça me permet de le faire là et de m'amuser un peu à le faire. Mais j'ai pas de réponse au-delà, c'est-à-dire que en réalité, pour arriver à justement sortir de ça, il faudrait retomber dans une logique de méthodologie de projet beaucoup plus lente et pour arriver peut-être à sortir de ce côté objet de galerie, objet un peu de déco, etc.
mais qui reviendrait à sortir de la rapidité, parce que là justement c'est aussi un protocole qui implique de la rapidité dans la production d'une certaine manière, mais avec des choses qui existent déjà. Et donc voilà, ça voudrait dire peut-être, je n'ai pas la réponse en fait, mais ça voudrait dire peut-être revenir à des méthodologies de projet qui sont, enfin il y a des ateliers de projet qui sont que sur la notion de l'assemblage. À l'ENSI, il y en avait, donc c'est 6 mois où on se creuse la tête sur qu'est-ce que c'est assembler deux choses ensemble, quoi. Et c'est suffisant en fait, sur 6 mois. Juste de comment on assemble deux bouts de bois ensemble, d'y réfléchir pendant 6 mois. Voilà, mais donc voilà, il y a des petits, voilà, effectivement, on reste dans cette logique-là, mais le projet va grandir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, bien sûr. Partiellement, je vais juste rajouter que la question du prix, de la valeur financière, c'est un mode de représentation. Ouais, c'est drôle, bien sûr, non, mais bien sûr. Comme c'est trop cher pour, c'est assez intéressant, parce que finalement, il n'y a rien de trop cher. Finalement, on peut le dire aussi. Voilà. Et puis, Mais d'ailleurs, l'atelier de projet que je fais à l'ENSI Hyperproduction, ce semestre, c'est sur le prix. C'est directement, frontalement. C'est passionnant. Ouais. Je pense que ça, c'est un des paramètres parmi plein d'autres. En fait, la question au fond et l'arrière-pensée que j'ai, c'est comment transformer ce qui est de l'ordre de l'expérientiel, assez libre finalement, avec une contrainte, parce qu'il faut des contraintes, là, elle est moteur, et elle est moteur de créativité. C'est comment le transformer en recherche au sens où on entend. C'est-à-dire à quel moment et comment on fait pour théoriser un tout petit peu là-dessus. C'est-à-dire que, et je sais pas, peut-être que. C'est ce que j'ai commencé à faire à Milan avec mes petites. Voilà, mais c'est un début. Par l'écriture. Bien sûr. En fait, je pense que Mathilde, par exemple, avec ses expéditions, a le même problème. Je pense qu'il se passe des choses absolument fondamentales. Mais j'y suis allé. Hein. Voilà, je sais, ouais. Et en fait, il faudrait réussir à. Il y avait Sylvain qui bossait beaucoup là-dessus à un moment donné, mais je pense que la question, c'est comment. Parce que c'est producteur de connaissances, mais qui passe aujourd'hui par des formes, de la matérialité, et c'est comment théoriser tout ça. Théoriser, c'est pas pour le plaisir de théoriser, c'est pour le plaisir du moins l'intérêt de justement poser les jalons de ce qu'on se posait tout à l'heure comme question. C'est-à-dire que tout ça, c'est un peu des réflexions qui sont jeunes, qui arrivent maintenant. Comment on peut les transmettre et comment ça peut aussi engendrer et engager d'autres modalités, d'autres réflexions. Je pense que, par exemple, en archi intérieur, il y aura du boulot. Le faire avec. Voilà. Oui, pardon. Comme cette discussion m'inspirait, donc c'est un peu décousu, mais comme en connaissant aussi ton travail, Goliath, je me permets, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as présenté, il y a deux points qui m'intéressent notamment, c'est qu'en connaissant ton travail, par exemple sur le silence, sur des notions en fait, il y a vraiment ça, donc un objet qui ne fait pas émerger une fonctionnalité, mais un objet qui donne une, comment dire en français, conscientisation. Oui, voilà, de conscientiser des concepts et des notions donc, qui encore qui peuvent aller ensemble, mais qui, dans ton cas, les dissocier. Tu veux dire dans d'autres aspects de mon travail? D'autres aspects. Ah bah là, oui, c'est pour ça que c'était pas vraiment mon esthétique, parce que je suis plutôt l'inverse, plutôt à enlever moi des signes. Oui, en soustraction. En soustraction, oui. J'avais trouvé intéressant justement de faire émerger justement d'autres nouvelles écritures, je reviens là-dessus, en créant ces liens qui ne sont pas habituels dans le cheminement quand on vise des solutions ou des fonctionnalités. Donc j'aime beaucoup pour ça la présentation. Et je me posais la question de la notion de hacking parce que j'ai invité en 2018 un collectif de designers japonais avec qui je travaille toujours, Graph. Ils sont 20, il n'y a pas de leader vraiment. Ils fêtent leurs 25 ans cette année. Et en fait, je les avais invités parce qu'en fait, j'aimais beaucoup leur démarche de mettre en place des objets prototypaires, mais qui vont aller jusqu'à l'accompagnement de la commercialisation. Mais ils gardent le protocole. Et ce protocole, ils mettent au service d'une réflexion collective en invitant des designers
ou pas, hein, donc des philosophes, des personnes, des créateurs d'autres disciplines, en les invitant à venir à faire un hacking, c'est-à-dire que voilà, revisiter ce protocole et vous pouvez réécrire. Et donc j'avais trouvé ça intéressant dans le sens où il y a une comment dire, quelque part le protocole continue à exister, mais existe dans cette évolution et ce renouvellement en collégialité avec d'autres. Et donc je me posais cette question sur le hacking, enfin, je rebondissais par rapport à votre question, en fait, l'idée derrière en fait, cette démarche. Voilà, est-ce qu'il y avait cette part justement d'inviter à ce que le protocole, avec une certaine porosité, soit partiellement détruit parfois, mais reconstruit, etc. Enfin, quelque chose de génératif en fait. Bah déjà, là, sur l'idée d'inviter aussi d'autres disciplines à réfléchir à cette question-là, on l'a trouvée intéressante avec Julien Véry, donc l'attaché de presse. Donc, inviter des musiciens, des écrivains, des philosophes à réfléchir à cette question-là de l'assemblage aussi. Et comme le protocole est assez strict, ça peut aussi permettre peut-être à d'autres disciplines d'intervenir. On l'a pas encore essayé parce que là on a un peu besoin d'avoir une espèce d'assise un peu, enfin on essaye en tout cas un peu costaud quoi. Et mais c'est dans notre idée c'est de faire ça et c'est aussi évidemment maintenant qu'on réfléchit à l'assemblage et qu'on voilà il y a la théorisation, on peut aussi dire que voilà d'où le nom en anglais voilà de rassemblement, d'assembler les gens ensemble, mais aussi d'assembler des disciplines et peut-être aussi dans des logiques voilà, ça peut être deux disciplines assemblées avec un lieu, voilà, assemblées ensemble. Qu'est-ce qu'ils font dans ce lieu-là, avec le protocole aussi. Je sais pas, un artiste, un musicien dans un EHPAD, qu'est-ce qu'ils font avec le protocole de Big Assembly. Et là, on est dans des différents niveaux d'assemblage, en fait. Assembler des gens, assembler des lieux, assembler des formes, assembler des matières, quoi. Donc voilà, la théorisation... On peut commencer, peut-être, voilà, assembler le monde, quoi. Mais oui, l'idée de faire venir... comme le fait d'avoir un protocole comme ça permet aussi d'imaginer, en tout cas, que d'autres disciplines pourraient se saisir. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une petite sensibilité, quand même, à la matière, des choses comme ça, mais...